c'est fou comment même les événements actuels, même la pandémie, même tout ça, en fait, c'est presque tout est expliqué dans ce livre-là. Puis tu sais, c'est pas... Je veux dire, c'est toujours le même constat qu'il faut avoir quand on parle de sciences sociales ou de sciences humaines. On n'est pas dans... Le mot science est là un peu par charité, là, soyons francs. Il n'y a pas de science là-dedans au sens où... parce que c'est un petit aparté qu'on pourrait faire, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Le mot science est victime d'une certaine forme d'usurpation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est scientifique de quelque chose. Ah ouais, science du langage, science de telle affaire, l'urbanisme est devenu une science. Toutes sortes de choses qui, en réalité, sont au mieux, je dirais, des disciplines, et peut-être plus généralement des techniques. T'sais, en fait, la science de classer des livres dans une bibliothèque, là, vous avez bien beau appeler ça la bibliothéconomie, ça n'en fait pas une science. Puis l'usage abusif du mot science fait que dans la tête de monsieur, madame, tout le monde, un scientifique, c'est quelqu'un avec un sarrau, puis il y a de la boucane qui sort de des éprouvettes, donc c'est sérieux ce qu'il est en train de faire. Mais je dis pas que les sciences sociales ne sont pas sérieuses, c'est pas ça l'idée, c'est qu'il faut toujours garder en tête qu'on n'a pas le même degré de rapport aux faits puis à l'exactitude de ce qui est dit, tout simplement parce que, puis c'est pas parce que les gens en sciences sociales sont moins bons ou meilleurs ou différents nécessairement, c'est l'objet d'étude qui est différent. C'est-à-dire que étudier la société humaine ou la collectivité québécoise, c'est pas pareil que prendre un microscope puis regarder des atomes rentrer en collision ou je sais pas quoi, là. Ou étudier le mode de reproduction d'une grenouille. Il y a des choses très précises en science où on peut se rapprocher. Je pense pas que la vérité existe, ni je pense que c'est des catégories qui sont dépassées. En fait, l'humain arrive jamais à une certaine... On n'arrive jamais à une vérité définitive, mais on progresse vers... C'est un idéal, en fait. On espère s'en rapprocher. Mais... l'idée, c'est que dans les sciences humaines, l'étude de la société, l'étude des cultures, l'étude des modes de pensée, toutes ces choses-là, c'est d'une discipline, oui. On arrive à des connaissances, on arrive à des choses qui sont probables, mais je suis pas encore persuadé que ça mérite en tout cas, dans certains cas, il y a certainement le mot science est probablement très galvaudé là-dedans. Donc, la personne qui écrit ce livre-là, donc Jacques Bouchard, je parlerai un peu de c'est qui par après, ben lui, il y a de mémoire, on dit bac en sciences sociales sur sa fiche sur Internet, mais c'était, je pense, en anthropologie. Et lui, sa spécialité, c'était les relations publiques et la publicité. Donc, entre autres, il a travaillé chez Labatt, où il faisait des pubs de bière. Il a travaillé aussi, je pense, pour Air Canada, où ils ont fait il y avait une espèce de pub célèbre qui disait, je pense, mon bikini, ma valise, ou je sais plus trop quoi exactement. Donc, c'est un gars qui a travaillé dans les relations publiques. Donc, ça en fait quelqu'un qui connaît probablement l'être humain, ou disons la société québécoise d'un point de vue qu'aujourd'hui on appelle... Justement, c'est un exemple de ce que je disais ailleurs. Aujourd'hui, si vous regardez à l'université ce que c'est que lui faisait, on appelle ça la science de la consommation. Donc, en réalité, l'étude des comportements des consommateurs dans le marché. Bon, OK. Est-ce que ça, c'est une science? C'est une discipline, ça c'est certain. C'est un champ de connaissances. On peut sans doute arriver à des connaissances quand même assez plausibles. On peut sans doute arriver à quelque chose qui se tient. Par contre, je suis pas convaincu qu'on parle de science à proprement parler. Je pense qu'on est plus dans la sociologie. Je pense qu'on est plus dans... c'est trop... c'est le genre de discipline qui fait intervenir trop de sciences différentes qui nécessitent la maîtrise. Par exemple, pour comprendre le comportement des consommateurs, ça nécessite une compréhension assez poussée de la psychologie humaine, de l'économie. Et je pense pas que quelqu'un qui a des études en anthropologie ou en sociologie maîtrise ces catégories-là, ces savoirs-là. Donc, je pense pas qu'on arrive à un degré
Je pense pas qu'on peut qualifier ça d'études scientifiques. Bon, ceci étant dit, ça n'empêche pas le livre d'être très intéressant. Donc, on garde en tête que c'est pas, je veux dire, il n'est pas en train d'étudier, comme je disais, une protéine de l'œil ou la reproduction des grenouilles. Il étudie la société québécoise, le Québécois, comment il est. Donc, vous allez voir qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui semblent très vraies là-dedans, mais il y en a d'autres que c'est sûr que c'est à prendre avec un grain de sel. Donc, Jacques Bouchard, c'est qui? Né à Montréal le 29 août 1930, décédé il y a une quinzaine d'années, le 29 mai 2006. Donc, il est considéré un peu comme le fondateur de la publicité au Québec. Il est connu pour avoir fondé et dirigé l'agence BCP. Et son principal fait d'armes, c'est ce dont on parle aujourd'hui, connu pour avoir publié en 1978 le livre Les 36 cordes sensibles des Québécois. Donc, comme je l'ai dit, il obtient un baccalauréat en sciences sociales à l'Université de Montréal. Il va devenir traducteur aussi pour Steinberg, donc les épiceries à l'époque. Je me souviens plus s'ils ont d'autres types de commerces, mais bref, Steinberg, la grosse chaîne de l'époque est comme un genre de Target de l'époque, si on veut. En 1963, il va être, c'est là qu'il devient directeur des relations publiques pour Labatt. Il va faire aussi plusieurs trucs assez différents là, et il va, vers la fin des années 60, devenir membre du Parti libéral de Pierre-Éliott Trudeau, et c'est là qu'il va préparer pour lui des campagnes publicitaires pour les élections. Donc, c'est quelqu'un qui baigne dans l'entreprise, qui baigne dans la politique, qui a des études de sciences sociales. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a touché quand même à pas mal de trucs différents. Et justement, dans ce livre-là, il va essayer de se servir un peu de son expérience puis de tout son passage où il étudiait un peu le profil des électeurs, le profil des consommateurs, le profil des Québécois en général, pour essayer justement de codifier les valeurs ou les normes ou les éléments qui définiraient ce que c'est que les Québécois. Et même quelques mois avant de mourir, en 2006, il va publier une nouvelle version du livre que j'ai pas lu. Et, c'est dans ma liste. Un jour, je vais la lire puis je ferai peut-être quelque chose là-dessus pour donner une suite à ça, qui s'appelle « Les nouvelles cordes sensibles des Québécois ». Donc, ça se veut une version un peu réactualisée. Donc, il commence le livre en disant « Par définition, le consommateur québécois est québécois ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un être qui a 6 racines vitales et 36 cordes sensibles. Donc, ces racines-là, on va voir un peu ce que c'est, mais il dit, comme je vais le suggérer, ces 6 racines correspondent à 6 projets collectifs que le Québécois peut entreprendre à volonté. Et il dit, nos ethnologues se donnent un mal fou à essayer de cataloguer la société québécoise dans des modèles classiques. Il dit, on essaie de rentrer ça dans Weber, dans Lévi-Brul, dans Marcel Rioux, dans les trucs de Languirand, etc., etc. Mais il dit, en fait, on passe à côté de quelque chose parce que la société québécoise, c'est une société très, très particulière parce qu'elle a de multiples racines. Il dit, par exemple, le Québécois, c'est un être fondamentalement paradoxal. Ben, il dit, pourquoi paradoxal? Ben, il dit, c'est quelqu'un qui se met en joyeux calvaire. C'est quelqu'un qui fait des révolutions, mais qui les veut tranquilles. C'est quelqu'un qui vote bleu à Québec, mais rouge à Ottawa. Et il dit, à un certain moment même de son histoire, c'était la place probablement la plus pieuse en Amérique du Nord et celle qui fournissait le plus de missionnaires pour les missions catholiques, mais en même temps le plus blasphémateur et le plus sacreur du monde. Donc, il dit, c'est dans notre nature d'être des êtres paradoxales. Donc, c'est quoi les fameuses racines culturelles? Ils disent, en fait, c'est notre patrimoine culturel et génétique. Donc, il y a 6 souches différentes, comme je l'ai dit. La première, c'est la souche terrienne. Il dit, en fait, c'est assez simple, puis faites la réflexion à faites-la à vous-même. Donc, il dit, en fait, dans chaque famille québécoise, canadienne, française, vous n'avez pas besoin de remonter très haut avant de trouver un agriculteur.
Donc, j'ai fait le test par rapport à moi-même. Mon grand-père est élevé sur une ferme. Donc, lui et surtout son père, c'était des agriculteurs. J'ai pensé à ma blonde. Ma blonde, son grand-père maternel a été élevé sur une ferme. Donc, puis faites l'exercice vous-même. À part peut-être ceux qui nous écoutent qui sont arrivés via l'immigration par leurs parents dans les années 70 ou 80, mais les gens qui sont issus, je dirais, du terroir canadien-français, vous avez probablement tous, quelque part, si c'est pas vos grands-parents, c'est peut-être même vous-même d'ailleurs, je pense notamment à Christian qui écoute le podcast, qui est agriculteur, mais vous avez presque tous dans votre entourage proche, dans vos ancêtres, dans vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, il y a un cultivateur quelque part. Arrangez ça comme vous voulez. C'est Duplessis qui disait à l'époque, dans chaque famille canadienne-française, il y aura toujours un cultivateur. Bon, ça sera peut-être plus vrai dans 30 ans, mais ça l'est probablement encore aujourd'hui. Donc ça, c'est la souche terrienne. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Québécois moyen n'est pas issu de l'aristocratie, n'est pas issu de la grande bourgeoisie, n'est pas issu de la noblesse européenne, de tout ce que vous voulez. Non, on est issu de vraiment de la terre. En fait, le Canadien français, le Canada français, il y a des racines terriennes très profondes. Le deuxième, c'est l'état de minorité. Puis je vais mentionner les autres, puis je vais revenir à lui parce que je le trouve assez important. Donc, la minorité canadienne, la minorité francophone en Amérique du Nord. Deuxième racine. La troisième racine, c'est notre racine nord-américaine. C'est-à-dire qu'on géographiquement, on est des Nord-Américains. Donc, les grands espaces, le plein air, la forêt, ce genre de choses-là. Quatrième, de religion catholique. Donc, ça, c'est très important. Je vais y revenir plus en détail parce que c'est de ces cordes sensibles-là dont je veux parler un peu plus parce que sinon, je pourrais faire un podcast de 4 heures là-dessus. D'origine latine, cinquième, qui a un peu un lien avec le français, mais c'est quand même pas directement ça non plus, donc d'origine latine pour les cultures, donc européennes. Et F, dernier point, c'est-à-dire 6e point, pas F, qu'est-ce que je raconte? F, c'est que dans le livre, c'était le point F, mais c'est la 6e racine, descendance française. Donc, dans le l'arbre généalogique, il n'y a pratiquement aucun Canadien français qui n'a pas d'ancêtre français. Il y en a. Dites-moi pas, ouais, moi, mes parents sont arrivés ici, puis c'était des Italiens, puis tout. Ouais, OK, fine. Mais dans la très grande majorité est d'ascendance française. Donc, ça, c'est les 6 racines qui définissent un peu ce qu'on est comme collectivité. Après, qu'est-ce que ça vaut? Bon, on voit qu'il y en a qui sont plus évidentes que d'autres. Moi, le latin, je suis un peu moins sûr de ça, mais c'est sûr et certain que la souche terrienne, ça, c'est très important. Et l'état de minorité, c'est sûr que ça l'est aussi. D'ailleurs, justement, l'état de minorité, il fait référence dans son livre à un autre auteur, en fait, une autre auteur qui parle de ce que c'est que la psychologie de la minorité, puis vous allez voir un peu à quoi ça correspond. Vous allez voir que les points qui sont soulevés correspondent assez étrangement ou assez précisément à ce qu'on est. Donc, le premier point, c'est la minorité réagit spontanément contre le conquérant ou colonisateur pour sauver sa propre identité vis-à-vis de l'autre. Le nous, l'autre. On voit le lien quand même. Cette réaction, deuxième point, se défend. Cette réaction de défense, deuxième point, prend d'abord la forme d'une négation, d'un rejet du système de valeurs de l'autre et d'une retraite sur soi. Donc ça, je pense que c'est très important. Là. Juste ce point-là décrit quand même assez bien la réaction, par exemple, par rapport aux Anglais, par rapport à comment le Québec est une société distincte par rapport aux autres, etc. Troisième point, le conquis ou le colonisé. Donc ça, c'est un langage quand même qui date, là, mais mettez ça dans vos mots d'aujourd'hui. Donc le groupe qui est en état de minorité tend à surévaluer ce qu'il distingue de l'autre et ce dans quoi il est cantonné par force.
Il devient le missionnaire de ses éléments, de sa situation. Et ça, c'est vraiment génial, là, comment c'est écrit. Il tend à surévaluer ce qui le distingue de l'autre et ce dans quoi il est cantonné par force. C'est-à-dire, ben, en réalité, dôme, 2 points, ce que je viens de vous lire. On est carrément dans ça, c'est-à-dire que ça décrit très bien, très, très bien la mentalité. Ah, mais nous, c'est pas comme ça. Récemment, on le voit un peu, il y avait quand même un bon article là-dessus qui s'appelait Le mythe du gentil Québec. Là. Mais c'est un peu ça, c'est que comme par exemple, on se distingue des États-Unis et du Canada anglais. Donc, l'autre bord, ils ont maltraité... l'autre bord, ils sont pas fins. Ils ont mis des Noirs en esclavage, ils ont maltraité des gens, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais nous, ici, tout était correct. Puis on dansait autour d'un feu avec les Premières Nations qui étaient là. Puis ils ont toujours été dans l'amour, la joie et l'allégresse. Bon, ouais. Et c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Mais ça, c'est une caractéristique quand même assez flagrante de notre différence ou de notre état de minorité dont je viens de parler. 4e point, le conquis ou le colonisé s'enferme dans une vision autoritaire du monde, ce qui constitue un système de protection. Faut-il vraiment que j'explique ce point-là ou ça vous semble quand même assez clair? Il s'enferme dans une vision autoritaire du monde. On dirait que c'est moi qui ai écrit ces lignes-là en parlant des thèmes dont je parle d'habitude. J'avais un peu oublié tout ça, mais en le relisant pour vous autres, puis en faisant un peu une réflexion là-dessus, je me disais, crime, ça a été écrit en 78, puis on dirait que ça décrit ce qui se passe aujourd'hui. Le système de protection. Ah là, si on fait le parallèle avec la pandémie, tout le reste de la planète, tout d'un coup, n'existe plus. Ce qui est bon, c'est ce qu'on fait ici. Et ailleurs, c'est tous des malades dans la tête. Ah, les imprudents au Texas, en Floride. Là, au début, tu dis, ouais, c'est juste le Texas, juste la Floride. Là, c'est pas mal rendu toute la boule. Là. Ben là, on va chercher les quelques places qui font comme nous. Les autres, on va faire comme s'ils n'existaient pas. Et on va constituer une espèce de système auto-justificatoire. Là. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est bon, voici pourquoi. Et toutes les autres n'existent plus. Donc ça, c'est une vision autoritaire et refermée sur un système de protection. C'est carrément ça. C'est carrément le dôme. Dernier point, toutes ces réactions, par leur influence sur la constitution de la personnalité, entraînent une inhibition de la créativité collective en faveur de la conservation de l'héritage du passé. Donc, autrement dit, le conservatisme, mais pas au sens économique, au sens social. Donc, le côté du Québécois très réfractaire au changement. Ah, mais c'était mieux avant, puis dans le temps, puis ci, puis ça. Mais ça vient beaucoup de ce point-là précis, là. Ça vient beaucoup de ce trait-là, de cette racine-là minoritaire qui, comme l'auteur le dit, ça entraîne une inhibition de la créativité collective, entre autres parce qu'on est enfermé dans justement cette vision autoritaire-là du monde, et ça favorise une conservation du passé, dans le fond, tout qu'il soit bon ou pas bon. Et ça, ben, ça entraîne une certaine forme de sclérose. Donc, je disais que je voulais vous parler des racines catholiques, donc dans le fond, qui est une des 6 racines, que je la trouve intéressante, parce que là, chaque racine est déclinée en cordes. Ils appellent ça comme ça, les cordes sensibles. Donc, des points précis de la mentalité québécoise. La première, c'est l'anti-mercantilisme. Donc, mercantilisme, là, je ne rentrerai pas dans le détail de ce que ça veut dire techniquement, là, mais bref, si on veut le traduire dans nos mots d'aujourd'hui, c'est la haine de l'argent. C'est aussi simple que ça. Il dit là-dedans, à partir de la conquête, les activités économiques vont se limiter à l'exploitation agricole de subsistance et de petits commerces. L'historien français Edmond de Nevers résumera succinctement nos efforts économiques de 1763 à 1863. 2 points, il n'en eut pas. Et là, il cite la Bible. « Bienheureux les pauvres, car ils verront Dieu. »
Et ça, il y a un lien direct, puis ça explique pas tout, parce qu'ailleurs, il y a du catholicisme ailleurs dans le monde. Mais si on ajoute si on additionne les différentes racines, on voit que ce point-là est vraiment typique de notre mentalité. T'sais, j'ai réussi, je veux pas que je m'achète trop de grosses voitures, faut que je la cache, sinon je vais me faire dire que je suis un voleur. Toute notre manière de pointer les gens du doigt qui réussissent. Donc, il dit là-dedans, nous allons apprendre notre leçon par cœur et entretenir un certain mythe de la pauvreté au Québec. Les Anglais, vendeurs et marchands du temple, riches protestants, vont tous aller en enfer, et nous irons au ciel. Et là, il cite plein d'affaires là-dedans, c'est très drôle. Hein. Il cite une lettre des seigneurs et archevêques et évêques ecclésiastiques du Québec, écrite en 1894, où ils disent « Encouragez plutôt les parents chrétiens à donner leurs enfants à l'agriculture et à la colonisation, leur rappelant qu'en agissant ainsi, c'est les donner à la patrie, à la religion et à Dieu lui-même. »